tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Économie Le Mag. Au sommaire aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté. L'ONU adopte 17 objectifs de développement durable. En parallèle, la Chine annonce plusieurs mesures, notamment la création d'un fonds d'aide doté de 2 milliards de dollars. En seconde partie d'émission, on parlera de l'élection présidentielle américaine. À un petit peu plus d'un an du scrutin, le candidat républicain Donald Trump n'en finit plus de faire parler de lui. Et cette fois, c'est à l'économie qu'il s'attaque. Et pour terminer, zoom sur un marché en plein essor, celui des bières artisanales. Et Israël n'échappe pas à cette tendance. Aujourd'hui, le pays compte plus d'une trentaine de microbrasseries. Certaines proposent même des produits originaux sans gluten ou à base de pois chiches. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, je vous propose un tour d'horizon de ce qui fait l'actualité économique internationale. Et on commence avec Volkswagen. L'affaire des moteurs truqués se poursuit et s'étend. En plus de la maison mère, elle concerne désormais plusieurs de ses marques comme Audi, Skoda ou encore Seat. En tout, 11 millions de véhicules sont équipés de ce logiciel qui permet, donc je vous le rappelle, de fausser les contrôles anti-pollution. Un scandale qui devrait avoir des répercussions sur les ventes du groupe. Volkswagen pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial. Pourtant, Pierre Moscovici ne se montre pas vraiment inquiet. Écoutez. Bien sûr, c'est une crise très importante qui impacte l'image de la compagnie et cela va soulever des questions plus larges. Je suis certain que Volkswagen a la capacité de surmonter cette crise. Et là, je pense que la clé est la transparence. Ce que les gens veulent maintenant, c'est d'abord de savoir ce qui est arrivé vraiment. Et ensuite, savoir comment éviter que ça ne se reproduise. Et notez que depuis le début de ce scandale, le titre Volkswagen a perdu environ 40%. C'est une chute également pour les bourses asiatiques et notamment pour Tokyo. Le Nikkei a clôturé sur un plongeon de plus de 4%. Une tendance à la baisse qui se poursuit. Sur les dernières semaines, l'indice a même perdu près de 20%. Les investisseurs se disent toujours inquiets au sujet du ralentissement chinois, mais aussi à propos de la fragilité de la croissance mondiale. Toujours en Asie, ce mardi, la Banque centrale indienne a de nouveau réduit son principal taux directeur. C'est la troisième fois depuis le début de l'année. De 7,25%, il est donc passé à 6,45%. Une politique monétaire plus souple que l'institution justifie par un contexte de faible inflation, mais aussi à cause du risque de ralentissement de la croissance. Entre avril et juin, le PIB a augmenté de 7% au lieu des 8 à 8,5% initialement prévus par le gouvernement. Une bonne nouvelle à présent pour la zone euro, la confiance économique s'est nettement améliorée en septembre avec un indicateur en hausse de 1,5 points pour atteindre 105,6. Dans certains secteurs, la confiance a même atteint son plus haut niveau depuis 4 ans. C'est le cas pour les services et l'industrie. En ce qui concerne les différents pays, on note une augmentation importante en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et avant de terminer cette revue de l'actualité économique, un détour par la France. Plus de 20 ans après la revente d'Adidas, la justice française se replonge dans ce dossier puisque Bernard Tapie accuse toujours le Crédit Lyonnais de l'avoir floué. Résultat, il demande réparation, plus d'1 milliard d'euros pour le préjudice économique et 50 millions d'euros pour le préjudice moral, des montants qui ne semblent pas inquiéter l'avocat du Crédit Lyonnais. Écoutez. Je pense qu'il y a encore des recours de toute façon qui sont devant la Cour de cassation. Il y en aura d'autres. Je fais confiance à M. Tapie et à ses avocats qui ont un talent rare pour faire durer et multiplier les procédures. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une étape importante, mais enfin ce sera plus important quand on connaîtra la décision de la Cour, bien sûr. Mais ça ne sera pas pour autant complètement terminé. Elle a débuté vendredi à New York, la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Et 15 ans après l'adoption des 8 objectifs du millénaire pour le développement, les dirigeants de la planète ont cette fois entériné 17 objectifs de développement durable. Car si des progrès ont été réalisés, les inégalités persistent. Selon l'ONG Oxfam, 80% de la population possède moins de 5,5% des richesses mondiales. De son côté, la Chine a également annoncé plusieurs mesures pour mettre fin à la pauvreté. Je vous propose d'écouter le président chinois. Je veux annoncer que la Chine va établir un fonds d'assistance et de coopération sud-sud
et y contribuer initialement à hauteur de 2 milliards de dollars pour soutenir les objectifs de développement des pays en développement au-delà de 2015. La Chine va continuer à augmenter son investissement pour les pays les moins développés avec le but d'arriver à 12 milliards de dollars d'ici 2030. Sur les emprunts sans intérêt entre gouvernements, la Chine va exempter de remboursement de dettes les pays les moins développés, les pays enclavés en développement et les nations qui sont des petites îles en voie de développement. Voilà, pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Lionel Friedfeld. Bonjour. Bonjour Johanna. Alors vous êtes analyste financier mais aussi l'auteur du livre Israël et la Chine de la route de la soie à l'autoroute de l'innovation. La version anglaise est sortie donc il y a une semaine, quelques jours. La version française va suivre. Et il y a même un site internet, je crois. Oui, qui est www, en fait, Israël and China, .com. Voilà, c'est simple. Donc, Israël et la Chine.com. À consulter. Alors pour en revenir à notre sujet, on l'a entendu, donc la Chine veut aider les pays pauvres, donc avec la création d'un fonds d'aide, avec des réductions de dettes également. Quel est l'intérêt de Pékin dans tout ça? Alors tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que le président chinois monte à la tribune des Nations Unies pour effectivement annoncer de façon assez importante la création de ce fonds de 2 milliards de dollars, ce qui est quand même assez conséquent. 2 milliards de dollars pour faire quoi? Pour notamment aider les pays d'Amérique du Sud, également d'Afrique, mais aussi des Caraïbes. Ça, c'est ce qui est important, c'est entre guillemets les pays pauvres. Pourquoi l'intérêt de Pékin est certain? Parce qu'il arrive à sécuriser en fait l'approvisionnement en matières premières pour la Chine. Donc quelque part, il investit dans l'infrastructure, dans l'éducation, en aidant ces pays, et d'un autre côté, il va réussir à sécuriser en fait des matières premières cruciales pour la Chine. Alors, est-ce qu'on peut dire donc que la Chine fait passer finalement ses intérêts économiques avant des intérêts humanitaires? Alors, c'est d'abord intérêt économique, évidemment, mais deuxièmement, intérêts humanitaires qui sont certains, ça va de pair, mais la Chine n'oublie pas qu'il faut notamment aider d'autres populations, mais il faut savoir que la Chine aide, par exemple, l'Afrique, l'Amérique du Sud, mais comparé aux autres nations, par exemple aux États-Unis, les États-Unis dépensent près de 30 milliards de dollars environ chaque année en aide internationale, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni à peu près 11 milliards, donc 2 milliards, c'est encore vraiment un chiffre assez petit. Alors la Chine aide quand même beaucoup ses partenaires commerciaux, non? Elle aide ses partenaires commerciaux parce qu'on a besoin notamment pour les importations, mais la véritable question va être est-ce que la Chine va autant aider ses partenaires commerciaux étant donné que sa croissance est en berne? Ça c'est une vraie question puisqu'à 10% de croissance, il faut importer d'autant plus de matières premières, mais comme aujourd'hui on voit que la croissance chinoise stagne aux 7%, il y aura forcément un peu moins d'importations, mais ce qui est important quand même aujourd'hui, c'est qu'on voit que la Chine s'immisce dans le système international, que ce soit à l'ONU. Il y a quelques mois, elle avait créé une banque, entre guillemets, parallèle à la World Bank ou FMI, la Banque asiatique d'infrastructure, qui va concurrencer cette FMI World Bank. Aujourd'hui, il commence à aider les pays internationaux. On se rend compte que la Chine est en train de construire sa stratégie internationale. Alors, en 2 mots, est-ce que le ralentissement économique chinois, dont vous avez parlé il y a quelques secondes, peut influencer, peut réduire cette aide dans les années à venir? Alors, ça peut influencer, certes, car s'il y a moins de croissance économique chinoise, il y aura moins besoin d'importation de matières premières. Mais la Chine, aujourd'hui, est en train de construire et devenir un acteur international. Ils sont concentrés sur l'économie chinoise, au départ une économie qui était basée sur l'export de produits. Aujourd'hui, c'est une économie qui est en transition, car il y a la création d'un marché intérieur qui est en train de se constituer, avec notamment certaines difficultés, on l'a vu notamment dans les crises, notamment des bourses à Shanghai ou dans les crises immobilières ou du shadow banking en Chine. Mais aujourd'hui, véritablement, la Chine de demain va devoir rivaliser avec les États-Unis, avec l'Europe sur la scène internationale. Merci beaucoup Lionel pour ces explications. À présent, en direction les États-Unis, la présidentielle américaine doit avoir lieu dans un petit peu plus d'1 an, en novembre 2016. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans cette course à la Maison-Blanche, certains candidats ne passent pas inaperçus. C'est le cas du milliardaire Donald Trump. Dans une conférence de presse en début de semaine, il s'est notamment attaqué à la fiscalité, celle des particuliers qu'il juge trop compliquée, mais aussi celle des entreprises trop dissuasive. Les détails en images avec ce sujet de Laura Duhamel. Donald Trump n'en finit pas d'embarrasser son camp. Le candidat excentrique aux primaires républicaines veut maintenant baisser les impôts. Comment? Grâce à une simplification fiscale. Le nombre de tranches du barème de l'impôt fédéral sur le revenu passerait ainsi de 7 à 4. Un changement qui devrait, selon lui, profiter aux plus pauvres. Cela réduit ou élimine presque toutes les déductions ou failles fiscales possibles pour les plus riches. En d'autres termes, cela va me coûter une fortune. Ce plan révolutionnaire permettrait d'éliminer l'impôt fédéral pour 73 millions de foyers, soit près de la moitié des foyers américains.
En 2013, seuls 43% en étaient exonérés. Quant aux sociétés, Donald Trump va abaisser le taux de l'impôt fédéral à 15%, quelle que soit leur taille, au lieu de 35% aujourd'hui. Une baisse qui devra inciter les entreprises à rapatrier leur activité aux États-Unis. Autre cible de Trump, Wall Street. Le candidat dénonce les fortunes gagnées par les gestionnaires de fonds spéculatifs, lesquels bénéficient d'un taux réduit d'imposition. Et le milliardaire de l'immobilier ne s'arrête pas là dans ses propositions choc. Je vais aussi renégocier certaines dépenses militaires car nous protégeons la Corée du Sud, l'Allemagne, l'un des pays les plus riches du monde, l'Arabie Saoudite. Nous protégeons tout le monde et on ne se fait pas rembourser. On perd sur tout. Alors qu'on annonçait sa fin imminente, le phénomène Donald Trump continue de gagner du terrain. Le magnat de l'immobilier a prévenu, il s'y connaît en économie et compte bien en faire son atout dans la course primaire. Selon le dernier sondage publié par NBC News et le Wall Street Journal, l'homme d'affaires serait toujours en tête avec 21% des intentions de vote. Il y a quelques années, elles étaient quasiment inexistantes, mais aujourd'hui, on les croise de plus en plus sur les cartes des restaurants ou dans les rayons des supermarchés. Ce sont les bières artisanales en Israël. Elles se sont fait une place à côté des géants du secteur. Elles représentent désormais 5% du marché. Des boissons locales, certaines sont même fabriquées à base de produits particulièrement appréciés des Israéliens, comme par exemple les pois chiches. Regardez. Dans ces cuves métalliques, Brian Midan prépare une mixture bien à lui. Une bière artisanale faite à base de pois chiches, de dattes ou de sarrasin. Installé dans le nord d'Israël, il a un objectif, faire une bière sans gluten. Je brassais déjà de la bière chez moi, pour voir et apprendre comment faire de la bière sans gluten, comment travailler avec le sarrasin. Et un jour, nous sommes allés dans une autre brasserie qui a commencé à brasser notre bière. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai marché pour ça. Le phénomène des micro-brasseries artisanales se développe en Israël. D'après une étude, il en existe 32 au total et elles représentent aujourd'hui 5% du marché. Une niche qui surfe sur la tendance du sans gluten et des produits locaux. Il y a 9 ans, David Cohen ouvrait le Dancing Camel, un bar à bière situé au milieu des cuves de sa brasserie. C'est fantastique. Je veux dire, personnellement, quand j'ai ouvert la brasserie, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi gratifiant de faire partie d'un mouvement. Reste une inconnue avant de se servir une bière artisanale, le goût. Ce sont des bières souvent moins filtrées et pasteurisées que dans la grande consommation. Moi aussi, je brasse de la bière à la maison. J'achète le matériel et je brasse ma propre bière en faisant des expériences. Parfois, c'est bon, parfois, c'est pas bon. Mais c'est la beauté de la chose. Pour les puristes de la bière, ne pas utiliser d'orge ou de blé est une hérésie. Mais difficile de résister à l'envie de goûter une bière au miel de dattes ou au baies de genévrier. Et tout de suite, c'est l'heure du Media Watch. Et le Media Watch aujourd'hui, c'est avec Laura Duhamel. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, vous allez revenir sur l'affaire Volkswagen. Ce scandale ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Oui, et c'est d'ailleurs le titre de cet article paru par The Telegraph. On y apprend que Volkswagen ne serait pas le seul constructeur à tricher sur les émissions de CO2 de ses voitures. Pratiquement tous les constructeurs automobiles seraient concernés. Alors l'info est donnée par l'ONG Transport et Environnement et selon son rapport, les nouveaux modèles de voitures rejettent en moyenne 40% de CO2 de plus que ne le montrent les tests en laboratoire. Alors dans son rapport, l'ONG pointe notamment du doigt plusieurs sociétés. Mercedes, BMW et PSA, Peugeot, Citroën consommeraient 50% de plus de carburant qu'elles ne l'affirment officiellement. Et dès lors, le plongeon de Volkswagen, de l'action Volkswagen amorcée la semaine dernière pourrait s'étendre à d'autres constructeurs. Et c'est donc l'ensemble du monde automobile qui est aujourd'hui ébranlé. Ouais, affaire à suivre. Alors à présent, vous allez nous parler d'une invention qui devrait ravir les adeptes de la sieste et surtout de la sieste au travail. Oui, il s'agit d'un bureau-lit. Alors on connaît déjà les vertus de la sieste au travail. Elle améliorerait les performances des salariés. James Hamblin, un spécialiste de la santé, estime même à 63 milliards de dollars par an le coût du manque
manque de sommeil aux États-Unis. Alors dormir pendant son temps de travail, oui, mais une question reste en suspens. Où peut-on faire sa sieste? Eh bien, un studio de design grec aurait trouvé la solution idéale, le bureau-lit. Il suffit donc de déplacer sa planche de travail, laquelle se transforme en lit. C'est aussi simple que ça. Un peu étrange, certes, et peu discret, mais somme toute très pratique. Il reste plus, Johanna, qu'à attendre la commercialisation à grande échelle. Effectivement, ça fait rêver. On en veut des comme ça aussi à i24 News. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau numéro d'Économie, le MAG. Tout de suite, l'information continue sur i24 News.